Les experts basket saison 3, épisode 15. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Installez-vous bien pour une nouvelle émission, toujours en compagnie de notre consultant et magicien du basket, Ali Traoré. Bonjour Ali. Eh oui, bien sûr. Quel plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. Plaisir partagé pour toutes les personnes qui n'ont pas encore assisté à ce tour de magie d'Ali Traoré. J'espère que ce jour arrivera un jour pour eux. Bientôt. Voilà, je pense qu'on peut commencer tout de suite par le débrief. Il y a de la bonne humeur, il y a pas mal de choses à analyser ensemble. Place à la première chronique de cette émission. 5 matchs à débriefer cette quinzaine, c'est du classique mon cher Ali, avec un triptyque alléchant en Euroleague cette quinzaine avec 3 matchs face aux Žalgiris Kaunas, l'Olympiakos et le Pana, les deux équipes d'Athènes. Ça a commencé donc par ce match face aux Lituaniens du Žalgiris et cette victoire en prolongation arraché 96 à 86, une petite stat, Monaco n'a mené que 24 secondes dans le match, si on ne compte pas les prolongations bien sûr. Est-ce qu'on peut parler d'un petit braquage monégasque sur ce match ? Oui, bien sûr, sur le contenu du match, la Roca Team n'a pas été très flamboyante, on va dire. Mais là, vraiment, cette victoire, elle a été faite au talent supérieur des suspects habituels. Mais clairement, collectivement, ce n'était pas du tout une belle prestation de la part de la Roca Team. Pas de stop au début, 48 points encaissés en première mi-temps, ça devient un peu une mauvaise habitude, ces entames de match ratés. Oui, une très mauvaise habitude. On dirait que Monaco se décide à défendre et s'adapter défensivement qu'à partir de la mi-temps. Ouais. Après une grosse soufflante du coach, après les joueurs ils reviennent sur le terrain avec d'autres velléités, on va dire. Ça aurait pu être bien une défaite si Sylvain Francisco avait mis son shoot à la fin. Oui. Pour une fois, on va dire que c'est l'adversaire, c'est le Žalgiris, qui a plutôt mal géré la fin de match. Oui, bien sûr, mais voilà, normalement, la Roca Team ne devrait jamais se trouver dans cette situation, d'être à la portée d'un tir d'un joueur, quand on sait que l'équipe est clairement supérieure à cette équipe du Žalgiris. Mais cette équipe du Žalgiris, c'est une équipe qui se bat, qui a un bon coach et qui a quelques belles individualités. Et voilà, Monaco s'est mis au niveau de son adversaire et on sait que ça, c'est l'un des problèmes de cette équipe cette saison. Et s'en est sorti, vous l'avez dit, grâce à ses individualités, que ce soit Mike James ou Elie Okobo. Gros test ensuite à venir, direction la Grèce sur le parquet de l'Olympiakos. Et là, une belle victoire, une belle performance, 80 à 77, preuve que d'un match à l'autre, cette équipe, elle est capable de tout en fait. Non, là, pour moi, c'était la masterclass, le match référence de Monaco. Notamment celui aussi de Mike James qui a fait 14 passes décisives ce jour-là. Collectivement, c'était au top. Défensivement, très fort. Olympiakos qui met que 77 points à domicile. Voilà, donc on voit la formule, je ne vais pas la répéter parce que j'en ai assez, mais la formule, tout le monde la connaît. Et c'est juste aux joueurs de se dire que, voilà, en étant collectif, en se passant le ballon, et en défendant fort, il y a moyen de faire de très très belles choses. Olympiakos était démuni pendant un certain moment défensivement. Et en impliquant tout le monde, Jaron Blossomgame, MVP en tout cas au scoring de la partie, 18 points, meilleur marqueur côté monégasque. Sur les 3 derniers matchs, si on avance un petit peu là dans cette émission, si on compte aussi sa prestation face au Pana derrière, c'est 15 points de moyenne sur les 3 derniers matchs. Est-ce qu'on a le sentiment que son rôle évolue un petit peu et qu'il prend de plus en plus d'importance dans cette équipe offensivement? Pour moi, c'est l'un des gagnants de l'arrivée de Vassilis Spanoulis, qui a énormément confiance en lui sur le poste 4, sur le poste 3, qui apprécie beaucoup ses versatilités, Et du coup, clairement, Jaron Blossomgame est en train d'exploser et il est en train de devenir clairement le titulaire indiscutable au poste 4 à Monaco. Et il récolte aussi le travail, tout ce qu'il a fait cet été, parce qu'on sait que c'est un sacré bosseur. Physiquement, l'IMC, la masse de graisse, ça doit être n'importe quoi, la statistique. Et athlétiquement, c'est vrai que c'est un monstre en fait. Oui, bien sûr, mais après pour revenir à son arrivée, il est arrivé par la petite porte, clairement, Jaron Blossomgame. Faut pas non plus oublier qu'il a... De Ulm, non, c'est ça ? Oui, de Ulm. Il a beaucoup galéré au début quand il est arrivé en Euroleague, il avait beaucoup de mal, mais il n'a pas lâché l'affaire, il s'est battu. Il était plus dans un rôle de soldat, et petit à petit, avec le temps qui passe, il est en train de devenir carrément un titulaire indiscutable. Donc moi, j'ai énormément de respect pour ce joueur. Après l'Olympiakos, on va évoquer l'autre équipe d'Athènes, le Pana, le champion au titre, c'était le gros choc en date, le dernier en date à Gaston Médecin. En cas de victoire, on rappelle l'enjeu, Monaco pouvait d'ores et déjà sécuriser sa place dans le top 4, avantage du terrain. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu et Monaco est tombé sur un os.
Oui, bah, de toute façon, c'était un très beau match, ce AS Monaco, Kendrick Nunn. Oui, c'est bien résumé. Parce que clairement, ouais, Kendrick Nunn a battu Monaco à lui tout seul. Alors, il a eu de l'aide, hein, notamment Jerian Grant, qui est un joueur très sous-estimé, que j'adore, vraiment très très fort, qui est très très bon aussi pour défendre Mike James. Et ouais, malheureusement, alors ce match, Monaco a eu les moyens de le gagner, malgré le fait qu'en première mi-temps, c'était catastrophique défensivement. Mais après, voilà, quand vous laissez un joueur comme Kendrick Nunn être en confiance, c'est impossible à gérer. Moi, franchement, j'ai un vrai problème avec la façon dont a été défendu Kendrick Nunn. On l'a carrément, j'ai l'impression que Monaco l'a invité à faire son meilleur match de l'année. Justement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour le stopper? On pense à un joueur comme Terry Tarpey sur le banc. Est-ce qu'on ne peut pas le faire rentrer 10 minutes, quitte à ce qu'il fasse 4-5 fautes, mais au moins pour le fatiguer un petit peu, quoi. Non, même au-delà des joueurs individuellement, moi, c'est surtout la tactique, notamment sur les pick and roll, qui me posait problème, dans le sens où on n'envoie pas main droite, qui est sur sa main faible, donc il pouvait aller main gauche autant qu'il voulait. Sur les pick and roll, il n'y a pas de sortie forte du grand pour qu'il lâche le ballon. En fait, faire en sorte qu'il n'ait plus le ballon dans les mains. Mais malheureusement, non, c'était une défense tout à fait lambda. Et là, pour le coup, avec un joueur comme ça, il vous découpe, hein, et c'est ce qu'il a fait. Je crois qu'on a dû aussi attendre 35 minutes avant de voir une prise à 2 sur lui, des trappes, ou essayer de le couper, comme vous disiez, du ballon. De le faire lâcher le ballon, clairement, faire en sorte qu'il fasse jouer les autres, non. Mais finalement, il en a planté 37 et 43 et voilà. C'est ça, à 14 sur 17 au tir et 100% à 3 points, la ligne de stats, elle est incroyable. Après, il a mis des tirs très très difficiles. De tête, il a eu Alpha Diallo sur lui, il a eu Nick Calates, après il a eu Mike James sur lui, donc effectivement Mathieu Strazel, donc franchement on a envoyé tout ce qu'on avait à lui, mais je pense que la réponse était beaucoup plus collective qu'individuelle. Et vous l'avez dit, alors bon, Spanoulis n'a pas eu des mots tendres après le match et on le comprend, mais malgré tout, il y a ce tir, on se souvient, dans le corner de Mathieu Strazel, je crois, à 3 minutes 30 ou buzzer, où s'il met dedans, ça revient à -2, il peut encore se passer un scénario incroyable. Ah, mais clairement, Monaco avait l'occasion de gagner ce match, malheureusement. Vous savez, la pièce est tombée de l'autre côté. On a dit contre Zalgiris, il y a eu un petit peu de chance, et cette fois-ci, c'est pas passé. Après, c'est pas le même niveau d'adversaire, clairement. C'était le champion en titre. Juste un petit focus sur les scoreurs monégasques. Thaïs, Diallo, Blossom Game, Okobo, 59 des 76 points de l'équipe à E4. Oui, bien sûr. On sait que ce sont les joueurs les plus importants de l'effectif. On sait que Mike James a été en détresse un peu ce soir-là. Mais voilà, encore, moi, je ne veux pas continuer à faire des éloges sur Daniel Thaïs. Vous savez à quel point j'adore ce joueur. Et c'est bien normal. Ça, c'était pour les matchs qui se sont passés. Il en reste un. Du coup, face à l'Asvel, ça nous faisait sourire un petit peu en préparant l'émission. La mission, elle est toute simple. Victoire, top 4. Mais en face, c'est l'Asvel qui, on l'imagine, a bien envie de jouer un petit vilain tour au Monégasque. Oui, c'est vrai. En plus, oui. J'avoue que je suis un peu inquiet. Connaissant Monaco et cette façon de s'adapter au niveau de l'adversaire, et en sachant que l'Asvel sera très motivé, je suis absolument persuadé, notamment avec le passif qu'il y a entre les deux clubs, pour essayer de gâcher un peu la saison monégasque et faire en sorte qu'il n'y a pas l'avantage du terrain. Alors, je ne sais pas si c'est possible s'il y a une défaite que Monaco se retrouve en play-in, c'est-à-dire à la 7e place. J'espère pas. Mais en tout cas, c'est sûr que là, il faut assurer sur le terrain la victoire et le top 4, voire le top 3 sur le terrain à l'Asvel. Parce que derrière, vous le disiez, Monaco est donc 4e avec 20 victoires et 13 défaites, mais il y a 4 équipes égalité à une victoire derrière, et pas des moindres, puisque c'est le Real, le Barça, l'Anadolu et le Bayern. Alors, comme d'hab, il faudra regarder un petit peu le point-avérage. Je crois que Monaco l'a sur quasiment toutes les équipes. Mais bon, quand même, pour éviter justement de sortir les calculettes, il faut absolument gagner là-bas dans le Rhône. Objectif, victoire, pour être tranquille. Voilà. C'est simple, c'est efficace, c'est du Ali Traoré. On va d'ailleurs passer tout de suite à sa chronique, c'est le point d'Ali. Ali, c'est le moment où tout va se jouer, la fin de saison, à l'approche des playoffs, et on l'espère que la Rocca Team ira le plus loin possible dans cette compétition, dans toutes d'ailleurs les compétitions. Mais Vassilis Spanoulis a pour peut-être la première fois de l'année tout son effectif à disposition. Ça veut dire que c'est l'heure des choix, tout simplement, et ces choix vont être cruciaux pour les résultats et pour la suite de l'aventure en Euroleague. Bien sûr, on le sait que dans les playoffs, les rotations se resserrent. On a pu voir aussi je reviens sur le match du Pana, j'ai rigolé parce que Ergin Ataman avait très peu fait tourner. On a un joueur comme Kostas Loukas qui est rentré à la fin du deuxième quart-temps. C'était absolument fou. Et je pense on va avoir des choses comme ça. Vassilis Spanoulis, clairement, va avoir des choix à faire
notamment en sachant qu'il y a énormément de playmakers dans l'équipe. Oui. Il va falloir faire des choix entre Mike James, Elio Kobo, Mathieu Strazel, Nick Calates et Jordan Lloyd. Voilà, et à l'intérieur aussi, pareil, il y a beaucoup de joueurs qui peut-être ne verront pas le terrain. Mais voilà, il faut resserrer les rotations. Et maintenant, la question, c'est quels seront ces choix. Et pour moi, ça va être cornélien de savoir qui malheureusement, va devoir s'asseoir sur le banc pendant ces playoffs. L'effectif est pléthorique. Oui. C'est un bon problème à avoir. Oui. Mais voilà, ça fait un gros casse-tête pour l'entraîneur. Parmi les choix, justement, on a noté que depuis quelques matchs, Papagiannis est laissé en tribune au profit notamment de Donatas Motiejunas. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort en termes de choix, justement. Oui, bien sûr. Après, au niveau du secteur intérieur, clairement, il y a abondance de biens. Et ça change, des fois c'est Papagiannis, des fois c'est Motiejunas, ça dépend de la forme du moment. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, les deux pivots qui sont ancrés dans la rotation, c'est Daniel Theis forcément, et Mam Jaïté. Maintenant, il y a une troisième place à aller chercher entre les deux, Papagiannis et Motiejunas. Ça va être compliqué à voir. Et Peter Corneli devra aussi, lui, tirer son épingle du jeu avec son rôle hybride sur les deux postes de 4-5. Oui, bien sûr. Après, vous savez, sur le poste 4, c'est quand même bien verrouillé par Jaron Blossomgame. Oui, donc, après, c'est vrai que lui, il a cette capacité à jouer aussi au poste 4. Donc, ça pourrait clairement lui aider à avoir du temps de jeu. Vous qui avez été joueur, comment, quand on risque peut-être pour certains de se retrouver malheureusement au placard, on fait pour rester à cette période de l'année? On se dit qu'il y a le championnat qui arrive derrière, on va peut-être jouer un peu plus. Mentalement, qu'est-ce que sont les... Oui, bien sûr. Alors, il me reste les matchs de championnat. Alors forcément, on a tous envie de jouer les grands matchs d'Euroleague. Il reste les matchs de championnat pour aller bien. Après, il faut être professionnel. On sait qu'on est à Monaco. À Monaco, il y a des moyens. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un grand effectif. C'est une longue saison. Et il faut être dans la compétition dans le sens où il faut faire en sorte d'être bon pour pouvoir jouer les grands matchs. Mais si ce n'est pas le cas, il faut quand même rester concentré, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais. Il peut avoir une blessure, un joueur peut avoir vraiment pas performé comme il faut, donc du coup, la roue peut tourner. Donc le plus dur, clairement, c'est de rester prêt mentalement et physiquement pour pouvoir répondre présent si jamais l'entraîneur a besoin de nous. Ce qu'a réussi à faire Mam Jaïté notamment, qui est désormais quasiment indiscutable dans cette équipe, en backup pivot de Daniel Theis, et on se souvient, une période était un petit peu à la cave. C'est un peu le rôle aussi de Spanoulis, de maintenir tout le monde comme ça sous pression, de ne pas laisser des gens sur le côté? Oui, c'est ça. Quand on se souvient, quand il est arrivé, il avait fait jouer beaucoup de monde, il avait sollicité beaucoup de monde, même Joan Begara avait un peu de temps de jeu. Donc, et maintenant, ça se voit que petit à petit, il resserre. Et maintenant, il sait à peu près qui est qui fonctionne dans son système. Donc, voilà, c'est même pas une question, c'est une certitude que maintenant, on va voir certains joueurs beaucoup plus en tribune. Affaire à suivre donc pour les choix de coach Spanoulis pour donc la fin de saison en Euroleague et notamment ces playoffs qui arrivent à grands pas. On passe à la dernière chronique de cette émission, la question du jour. Et l'on traverse l'Atlantique, une fois n'est pas coutume, mon cher Ali, avec donc la fin de saison régulière de NBA qui approche à grands pas. Il reste 3 ou 4 matchs par équipe. La fin de saison, elle est le 13 avril, dans moins d'une semaine. Et bien sûr, la course au trophée occupe tous les médias, là-bas du côté des États-Unis, avec la course de MVP. On va commencer le trophée le plus important, Nikola Jokic ou Shai Gilgeous-Alexander. C'est la question que tout le monde se pose. Avant de vous donner les stats, mon cher Ali, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qui pour le titre de MVP? Plutôt Jokic ou plutôt SGA? C'est dur. Dur. Alors, ça dépend de quelle est votre définition de MVP, de Most Valuable Player, le joueur avec le plus de valeur ajoutée pour son équipe. Alors, si on va dans la définition la plus littérale, ça irait au meilleur joueur de la meilleure équipe. Donc, ce serait SGA, voilà. Après, la question, c'est est-ce que l'équipe de OKC peut gagner sans son meilleur joueur? J'ai envie de dire oui. Et après, est-ce que Denver peut gagner sans Nikola Jokic? Beaucoup moins, a priori. Non. Donc vraiment, ça dépendra de l'appréciation que vous faites du titre de joueur le plus, avec la plus grande valeur ajoutée. Donc moi, j'irais sur Shai, parce qu'en vrai, Jokic, il a déjà eu 3 fois, c'est ça? Donc ouais, je dirais sur le Canadien plutôt. Avec des statistiques assez incroyables. Donc pour lui, 32,6 points de moyenne, 5 rebonds, 6,4 assists. Et vous l'avez dit, collectivement, OKC a déjà gagné 64 victoires cette saison. Mais c'est vrai que si on s'attarde sur les stats de Jokic, il est quasiment
à un triple-double de moyenne avec 30 points, 29,8 points, 12,8 rebonds, 10,2 passes. Est-ce que finalement il n'est pas victime du fait qu'il en ait déjà 3, que ça lasse un peu les gens en mode on va encore le donner à Jokic celui-là, alors que statistiquement... Surtout que l'année dernière, il aurait dû l'avoir plutôt que Embiid, clairement. Ouais. Après, moi j'en voudrais pas à quelqu'un qui dirait oui, Jokic est le MVP. C'est vraiment une question de de comment vous voyez la chose. J'avoue, je me mouille pas beaucoup, mais mon choix, il est sur le Canadien, parce que pour le coup, en plus, il défend. Et c'est vraiment beau à le voir jouer, à part quand il met 50 lancers francs. Mais c'est un joueur très, très plaisant à voir jouer. Là, il y a une autre aussi course très serrée, c'est pour le rookie de l'année, Cocorico. Il y a en plus 2 Français dans l'histoire. Donc Stephen Castle avec les Spurs, depuis que Wemby est là, c'est un petit peu lui qui a les clés offensivement, donc il arrive à faire quelques stats. Ses moyennes, c'est, je tourne ma page bien sûr, 14,4 points, 3,6 rebonds, 3,9 assists. Et pour les Français, on a du Alex Sarr, 13 points, 6,5 rebonds, 1,5 contre. Et Zachary Rizaché, 12,3 points, 3,7 rebonds, 1,2 passes. Tout ça est très serré aussi. Qui vous mettez pour le titre de rookie de l'année? Alors déjà, vous savez très bien que je suis le roi des chauvins, donc forcément ce ne sera pas Stephen Castle. Il est américain, donc je m'en fiche un peu de lui. Donc clairement, maintenant il va falloir choisir entre Alex Sarr et Zachary Rizaché. Alors moi je dirais Zachary Rizaché, dans le sens où il a réussi à avoir sa place dans une équipe plutôt performante de la conférence Est, qui va jouer les play-in, voire les play-offs. Donc je donnerais clairement à Zachary Rizaché, c'est l'un des rares rookies à avoir marqué 3 fois plus de 30 points dans un match NBA. Et pas face à n'importe qui. Et pas face à n'importe qui, face à des très beaux effectifs. C'est le propre des rookies d'avoir des hauts et des bas. Ils apprennent un peu ce que c'est que jouer en NBA. C'est ce qu'il a eu cette saison, il a eu des hauts et des bas. Mais il a eu des hauts tellement hauts qu'on voit le potentiel et on sait qu'il le fera une très très belle carrière en NBA. Donc moi j'irais plutôt sur Zachary Rizaché qui arrive à performer dans un contexte plus relevé que Alex Sarr qui joue dans les Wizards, qui joue rien du tout en fait. Donc, même si j'adore Alex Sarr, attention, j'aime beaucoup ce qu'il fait et lui aussi il va avoir une carrière extraordinaire. Il a surtout beaucoup progressé, le Français, l'intérieur, au niveau de ses pourcentages au tir, parce que c'était un petit peu douteux en début d'année. Là, il est mieux dans sa sélection de tir et il arrive aussi à mieux travailler son jeu près du cercle, ce qui est forcément intéressant pour l'intérieur. Exactement, ils ont bien bossé avec lui, parce que j'étais là, j'étais présent en Summer League quand il avait chuté à 1 sur 295 millions. C'était un peu flippant. Et vraiment, le travail paye et on voit que clairement, ce sera un très très bon joueur de la NBA pendant de très bonnes années. Autre course un petit peu serrée, du côté du Defensive Player of the Year, le joueur défensif de l'année, qu'on aurait dû attribuer normalement à Victor Wembanyama s'il ne s'était pas blessé. Je pense qu'on est un petit peu tous d'accord là-dessus. Mais du coup, avec la blessure de Wemby, c'est assez ouvert. J'ai plusieurs noms à vous donner. Vous me dites oui ou non. Draymond Green du côté de Golden State. Qui fait un très bon boulot. Dyson Daniels à Atlanta. Le roi des stocks. Et Evan Mobley du côté de Cleveland, leader de la conférence Est, et voilà, qu'on mettrait à l'honneur dans le bon parcours collectif des Cavs. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Alors moi je vais rester sur Green et Daniels. On va dire que ça dépend. Est-ce que vous voulez encore récompenser Draymond Green ou est-ce que vous voulez un peu de sang neuf? Moi j'aime beaucoup Dyson Daniels dans le sens où c'est quelqu'un qui fait énormément d'interceptions. C'est le roi des stocks, c'est-à-dire les steals et blocks, les interceptions et les contres. Donc moi je veux un peu de sang neuf, donc j'irai plutôt sur Dyson Daniels. Et souvent aussi missionné pour défendre sur la star adverse, il le fait plutôt bien. Il y avait des stats qui étaient sortis quand il défend sur un gros joueur. À chaque fois, le pourcentage de la star adverse est en baisse. Oui, bien sûr. Après, Draymond Green, comme d'habitude, il reste performant dans une équipe de Golden State qui avait, après le trade pour Jimmy Butler, est redevenue une équipe majeure de la conférence Ouest. Et on sait qu'il fait clairement partie des joueurs qui font que la machine est bien huilée. Donc bien sûr, le mérite aussi, mais comme j'ai dit, un peu de sang neuf, ça fait toujours du bien. Et vous me tendez la perche du coup pour le titre. Vous dites que Golden State est revenu, en tout cas une équipe qui pourra embêter pas mal de monde en play-off. Qui vous voyez pour le titre NBA, le favori à l'instant T? Le favori à l'instant T. Alors tout le monde pourrait pencher vers OKC, mais moi je vois bien Boston faire le doublé. Parce que Boston, ils font une petite saison tranquillement. Personne n'en parle. On n'en parle pas du tout. Mais quand ce sera le moment d'aller gagner le titre, je pense qu'ils vont mettre une belle accélération. Et il y a moyen d'avoir de très bonnes playoffs cette année. Clairement, entre Boston, Cleveland, OKC, Houston, les Lakers qui reviennent bien. Non, ce sera des beaux playoffs.
Les Lakers, justement, avec ce trade irréel où certains ont encore du mal à y croire, surtout de côté de Dallas, les pauvres. Doncic, ça peut tout changer en playoff. Ça, oui, bien sûr, parce que lui, pour le coup, quand le playoff arrive, on l'appelle un playoff riser. C'est un autre animal. Donc, clairement, les Lakers, le fait qu'ils ont ramené ce mec-là, ce tueur, venu de Slovénie, ça leur donne une chance aussi pour aller chercher, qui sait, un dernier titre pour LeBron James. On vous rappelle donc les échéances, fin de saison régulière le 13 avril, début des play-in le 15, et ensuite on se régalera tous ensemble à suivre cette belle aventure des playoffs NBA. Ali, merci infiniment d'avoir été avec nous, vous avez été excellent. Merci à vous. Voilà, et on se retrouve, vous en avez l'habitude, dans 15 jours, l'interlude avec le foot dans une semaine, et nous on revient très bientôt sur Monaco Info pour une nouvelle émission de